qui est exceptionnel, puisque c'est le seul site où il y a un data center réellement vert, et c'est unique au monde. Il y a eu une subvention pour démarrer ce projet, il y a un pilote qui est là, et après, bon, Jean-Pierre en donnera un mot, parce que je crois que c'est quelque chose qui est intéressant que tu puisses aussi faire connaître au niveau européen. Bon, je vous laisse la parole. Merci Robert de ces mots, et nous sommes très heureux de la présence de Karima Deli et de ce temps d'échange qui est notre deuxième temps de journée. On a avec Robert et toute l'équipe Atoutram et Cities, puisqu'en fait on a monté cela avec les deux équipes, Atoutram et celle de Cities, c'est l'autopartage qui est dans le siège social est ici pour Avignon. L'idée c'était d'avoir un temps entreprise, et c'est pour ça qu'on a proposé à la Chambre de commerce l'intervention de clôture de Karima. Ce qui vient de se faire, après, je vous assure que c'était très très difficile d'expliquer, de tenter de passer d'une équipe d'instant à une autre, parce qu'il y avait tellement de choses à dire sur avec chacune des équipes, et Karima, voilà. Mais tout le monde a été, il y a eu un échange, et l'objectif c'est que ces échanges se poursuivent sur des projets, des réalités. Karima va nous expliquer un peu comment elle fonctionne aujourd'hui et ce qu'éventuellement elle peut apporter. Donc dans l'échange, puisqu'on est ce nombre-là, on peut très brièvement citer que chacun se présente. Je crois que c'est le plus simple. Et puis... Au conseil d'administration de Volubilis, je suis vice-président de Semaille et je suis au conseil d'administration de Roulons à vélo aujourd'hui. On a bien connu Gisèle et on est toujours potes. Et le vélo, c'est très important, surtout ça nous aurait permis d'être à l'heure, Karima. Ainsi que le C3 d'ailleurs, le bus, tant pis. Et voilà, je suis ravi de rencontrer le Grand Avignon, puisqu'on m'a demandé hier qui c'est, qui s'en occupe, donc parfait, je prends la carte en partant tout à l'heure, pour rouler en vélo bien sûr, et pour la F3V aussi, l'association française des véloroutes et voies vertes, pour le développement des véloroutes et voies vertes. Et j'ai peut-être oublié Volubilis, mais comme il y a le président et le directeur là, je vais leur laisser le scoop. Merci, merci. Non, attends, tu peux faire le merci, s'il te plaît. Pour qu'on m'applaudisse, c'est ça? Je vous remercie. Voilà. On est quand même à Avignon. T'as dit voilà. Donc Christophe L'Enfant, je suis directeur de Volubilis et je viens à vélo travailler à Volubilis ou en tram. Voilà. Non, plus sérieusement, donc Volubilis, on s'occupe de paysage et d'urbanisme et d'architecture dans un contexte de transition écologique. Voilà. Et à l'échelle méditerranéenne. Et voilà, et on est aussi un réseau européen et on travaille du coup Alors, avec... je vais rajouter Jean-Pierre. Philippe Huet. Philippe. Je suis donc président de Volubilis et effectivement, Volubilis croise en fait les sciences, les techniques et aussi la culture et l'art, surtout l'art. Voilà. Donc c'est important parce que il y a assez peu d'associations qui croisent ces thématiques-là. Donc c'est un vaste programme, évidemment. Et tout ça, c'est autour du paysage méditerranéen. On a des réseaux. Merci. Mouloud Razouali, donc je suis élu conseiller municipal et conseiller communautaire écologiste d'Avignon. Alors, Alessandra de chez elle, à Atoutram, je me déplace en vélo et seulement à pied, à 98%. Et sinon, je suis chef d'entreprise de plusieurs entreprises à Avignon d'une miroiterie. Voilà. Un petit truc pour la Syrie, il va falloir améliorer le garage à vélo. Parce il va falloir améliorer le garage à vélo. Parce qu'il y a 10 vélos dehors, mais il n'y en a aucun sur les fourches que les cyclistes détestent. Parce que ça tord les roues. Ça tord les roues. Donc il y a un petit effort. Il faudrait qu'il y ait 50% de place pour les voitures et 50% de place pour les vélos, sachant que ça ne prend pas plus de place. Et là, la Syrie sera au top. Moi, je voudrais remercier les représentants du Grand Avignon, puisqu'on avait vu les responsables de vos équipes qui nous avaient dit que vous veniez. Bon, on trouvait que c'était intéressant de mélanger ceux qui sont professionnellement dans la transition et aussi avec les associatifs ou les chefs d'entreprise, et les entreprises qui sont... C'est ce mélange qui nous paraissait essentiel. À côté, il y a eu un truc qui était avec la CCI uniquement entreprise.
là, on voulait société civile, je dirais. La société civile, c'est des gens qui sont fonctionnaires, des gens qui sont entrepreneurs, c'est tout. Donc on a ce choix-là. Bon, en tant que présentation, je suis donc président d'Atoutram. Je suis aussi président de l'association du quartier des Halles, donc un militantiste de ce type-là. Je suis, vu mon âge, déjà avec un certain passé ou passif, c'est que j'ai été aussi à Volubilis à sa création, toute une série d'associations que lorsqu'on est actif sur Avignon, on se retrouve. On se finit tous par se connaître un petit peu avec André, on se connaît depuis une éternité On s'est aussi. rencontrés dans un arrêt de bus avec Jean-Pierre. Et c'est la faute à Jean-Pierre, parce que c'est Jean-Pierre qui nous a unis sur la technique d'une manière générale. Donc Mathilde Gautry. Ah, J'ai allez-y. décidé. Oui, vous êtes pas Je vais pas à cause de mon français parce que c'est un français mauvaise, mais je ne fais pas d'aucune association, mais je ne peux pas conduire. Je n'ai pas de permis, j'ai 43 ans et je ne peux pas conduire. Voilà, je me déplace en pied, avec le train et je vais faire partie d'une association de cyclistes, peut-être quelque chose d'autre. Je suis très passionnante de la sujet de l'écologie de transport. Et je m'appelle Eva Petkova. Donc, je vais faire vite. Mathilde Gautry, je m'occupe de l'association qui coordonne les animations et les événements du tiers-lieu sur les 3 axes du projet qui sont la culture, l'écologie et l'économie sociale et solidaire. Moi, je m'appelle Jean-Pierre Cervantes, je suis conseiller municipal et conseiller communautaire d'Avignon et je me suis beaucoup impliqué depuis très longtemps sur tout ce qui est transport. J'ai été aussi au départ impliqué dans Roulons à vélo, puis l'association Crée Avignon, que vous avez peut-être connue à un moment donné. Voilà, et donc je connais personnellement Karima, donc c'est pour ça aussi que par cet intermédiaire, on s'est dit que c'était important d'avoir quelqu'un qui soit vraiment une experte dans la mobilité, qui puisse venir à Avignon faire partager de son expertise. Bien, Karima, si tu veux nous dire quelque chose. Oui. Alors, merci tout d'abord de votre accueil. Alors moi je suis Karima Deli et je suis députée depuis 2009 et je suis ça fait 8 ans déjà, je suis la présidente de la commission des transports et du tourisme au Parlement européen parce qu'on ne peut pas parler il n'y a pas de tourisme sans transport, sans mobilité. Je crois qu'on ne fait pas de tourisme en voiture ou autre. Le tourisme est un tourisme où on regarde ce qui se passe autour de nous. C'est pour ça qu'on a lié au transport et le tourisme. Et je suis également membre de la Commission économique et financière au niveau européen. Souvent on l'oublie ça, c'est incroyable. Et surtout je suis la première femme à diriger cette commission. Parce que depuis 1979, la naissance du Parlement, il n'y avait pas eu de femme à la tête de cette commission de transport et j'ai été réélue à l'unanimité 3 fois, donc ça veut dire que nous les femmes dans des métiers, dans des secteurs très 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 masculins, voilà, on a aussi cette capacité à gérer voilà, des grands portefeuilles et moi je suis très fière de tout ce qu'on a pu faire. Voilà. Peut-être dire un mot en fonction de ce qui vient d'être dit pour dire comment la relation avec l'Europe, ce qui se passe déjà, parce que beaucoup de gens, on a un peu une inculture en clair de l'Europe. Tu l'as aperçu aussi, tu le savais déjà, mais on est moins pertinent que le nord de la France, par exemple. Ah, les Hauts-de-France, hein, le nord, encore plus haut, hein, parce que le nord... Et comme tu as vu, il y a beaucoup de gens qui sont sur le vélo. Et je trouve que ce que tu nous as déjà raconté sur tout le travail qui a été fait là-dessus, je crois que ça peut apporter peut-être des questions, mais aussi de l'espoir. Alors, tout d'abord, moi je suis très fière d'être dans ce lieu parce que les tiers-lieux, il n'y en a pas assez en France. Je trouve qu'ils ont été un petit peu valorisés lors du Covid. Mais au fait, on ne les porte pas comme ils devraient être portés. Je voudrais vous remercier parce que le tiers-lieu, moi je viens du Nord, je suis ch'ti, je suis née à Roubaix et dans des lieux qui sont vraiment déserts, les tiers-lieux redonnent de la vie. Et pas de la vie seulement par la culture, etc., mais redonnent de la vie à des personnes qui sont totalement oubliées. Et je trouve que les tiers-lieux, ce sont des lieux de rencontres humaines. Donc je voudrais vous remercier. La culture normalement doit nous rassembler.
Et on n'a pas toute la même culture. On parle de la culture. Je ne sais pas ce que ça veut dire la culture. Moi, j'aime parler des cultures, en fait. Je suis désolée. Peut-être que je fais peut-être un impair, mais moi, j'aime les cultures. Je trouve que ce lieu est aussi très intéressant parce qu'il mêle, en fait, un peu un nouvel adage de l'avenir, c'est-à-dire l'écologie, dont on parle beaucoup en disant que ça doit être une priorité, mais ça, je suis désolée de vous le dire, ça n'est pas une priorité, malheureusement. Vous liez le lieu avec la culture, moi je préfère dire les cultures si ça ne vous dérange pas, et puis cette économie qui est une économie sociale et solidaire. Sociale parce que je crois que, comme vous le dites, c'est pas pour faire juste du business, etc. Solidaire parce que nos mondes commencent à se diviser de plus en plus et qu'on a besoin de solidarité. Je vous dis ça parce que c'est la peine dans l'âme que hier au Parlement européen a été voté un pacte asile et immigration qui nous a tous mais vraiment fait mal parce que justement la culture doit nous amener à être des citoyens mais aussi à retrouver les humanismes qui dorment en nous. Et dans la période dans laquelle on est, je trouve que les humanismes ne parlent plus ou ne parlent pas assez fort. Et je suis très contente d'être dans ce lieu, je vous le dis, parce que je crois que la culture est le meilleur vecteur, vraiment, hein, le meilleur vecteur pour faire passer des messages. Ça se partage et en même temps, je trouve que derrière, c'est là où c'est très fort pour moi, parce que les cultures peuvent nous amener à grandir et à être et aussi à nous faire penser autrement le monde. Et donc, voilà, on pense autrement le monde ici, donc merci pour cette invitation. Vous avez parlé vélo, vous avez parlé beaucoup de tram, vous avez parlé de transport en commun, vous avez parlé de vos vies. Plus que jamais, en fait, la mobilité fait partie de la vie des gens. Monsieur marche, merci monsieur, voilà. On ne parle pas assez des piétons en France. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que plus que jamais, la mobilité n'a jamais été autant au cœur de la vie des gens. Et pourtant, nous, les politiques, ou les politiques publiques, je suis désolée, hein, les services du Grand Avignon, c'est que parfois, on est en retard. On est vraiment très en retard. Et la France est en retard sur les questions de mobilité. Pourquoi je dis ça? Parce que moi, je suis écologiste. Et quand j'arrive à la tête de cette commission, qui est une commission très... 90% des textes qui sortent de ma commission, ce sont des textes législatifs. Et je suis arrivée dans une commission où on adorait l'aviation et la voiture. Alors c'était pas facile hein, pour moi. Surtout quand j'ai dit on va relancer les trains de nuit. Tout le monde a fait what? Quand j'ai dit qu'il va falloir porter notamment le vélo comme un mode de transport, là tout le monde a fait oulala, c'est la révolution. Et la troisième chose, c'est de parler de mobilité inclusive. La mobilité inclusive qui permet à tout le monde d'avoir de la mobilité. Et pourtant aujourd'hui, il y a plein de gens, et notamment en France, mais moi je suis hyper frustrée sur ça. Il y a 13 millions de personnes en France, 13 millions c'est beaucoup. Il y a 13 millions de personnes qui ne bougent plus. On les appelle notamment les précaires de la mobilité. Ils ne bougent pas pour deux raisons, parce qu'ils n'ont pas les moyens, parce qu'ils ne sont pas desservis par un mode de transport. 13 millions, ça veut dire être enfermé, ne pas voir le monde. Le contraire de la mobilité ou d'être mobile, c'est immobile, ne plus bouger, être statique. C'est la raison pour laquelle j'ai pris les devants. D'abord, j'ai pris le défi climatique, parce que je considère que nous dansons tous sur un volcan. Hein. Nous dansons sur un volcan. Alors tout le monde dit les rapports du GIEC se multiplient, on voit des chefs d'État se parader, ils paradent comme ça dans les COP. Alors il y a eu la COP 21 avec les accords de Paris, on s'est dit waouh, la France va être le leader. COP 21, on est à la COP 28, il n'y a rien qui se passe en fait. Il y a un problème en fait. Vous voyez? Donc, ce qui m'attriste, c'est qu'en France, le secteur des transports, c'est le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre et vous êtes bien assis sur vos chaises là? Ça va. Mais c'est le seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre depuis 1990. Donc il va falloir mettre l'accélérateur. C'est la raison pour laquelle moi j'ai décidé au sein du Parlement européen de prendre à bras le corps cette question et de régler aussi sa deuxième jambe. La deuxième jambe, c'est de faire en sorte que tout le monde ait accès à la mobilité. Donc j'ai fait, en tant que présidente, des choses qui étaient totalement nouvelles. Tout d'abord sur le vélo. Ah, vous voulez un micro, c'est ça?
Moi, je veux bien, hein, ça fait un peu karaoké, ça me fait. Attendez, je vais juste monter le son du coup. Allô, allô. Ouais, Essayez. Allô. Oui, parfait. Ça fait un peu karaoké, non? Ça va? Non. Ok, super. Tu vas chanter. Si Ah tu non, je chantes, chante pas. si tu chantes, Non, je chante pas. Alors, pour vous dire que le vélo, en fait, on a un vrai problème en France parce que le vélo ne fait pas partie de notre culture. Quand on parle du vélo en France, le vélo est considéré comme soit du loisir, soit du sport. Ce n'est pas un moyen de transport. Dans l'imaginaire de 90% des Français, le vélo, c'est un jeune homme, je l'ai dit tout à l'heure, un peu musclé, qui porte un cycliste noir, qui fait le Tour de France. Il n'est pas vu comme un vrai moyen de transport. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de faire en sorte qu'on doit absolument tourner la page de cette histoire et désormais, pour la première fois dans l'Union européenne, puisque nous avons réussi à mettre fin à la vente des véhicules thermiques pour 2035, nous allons rentrer dans une nouvelle ère puisque nous avons fait adopter il y a 15 jours la première stratégie industrielle du vélo. Qu'est-ce que ça veut dire? Deux jambes. Tout d'abord, l'obligation pour les États membres de doubler le nombre de trajets. Volonté de réaliser toutes les infrastructures, notamment qui sécurisent le vélo, c'est-à-dire des pistes cyclables sécurisées. Partout où on peut avoir du vélo, il faut renforcer les vélos. Par exemple, ce n'est pas normal que dans toutes les sorties de gare, il n'y a pas de parking à vélo. Ce n'est pas normal que dans des entreprises, il n'y a pas de lieu où garder son vélo. Ce n'est pas normal où les forfaits aujourd'hui de mobilité restent des forfaits mobilité plutôt sur la voiture que sur le vélo. Donc, il faut relancer notamment les habitudes sur le vélo. Donc, dans cette déclaration, donc je l'ai portée au niveau du Parlement européen, pour la première fois, le vélo est considéré comme un mode de transport, c'est-à-dire que nous allons avoir les mêmes outils qu'une véritable politique, par exemple, sur la voiture. Alors, on a tourné 150 ans, la page des thermiques pour l'automobile. Maintenant, nous allons ouvrir le chapitre du vélo. Dans le vélo, il y a aussi cette deuxième jambe, c'est une politique industrielle. Tous les vélos que vous avez aujourd'hui, je suis désolée pour vous, et on doit vous dire la vérité, ne sont pas produits ni assemblés en Europe. Et bien c'est terminé, puisqu'on s'est donné un agenda d'ici 5-10 ans, tous les vélos seront faits made in Europe, voilà, produits et recyclés partout en Europe. À la clé, 1 million d'emplois. Ça veut dire qu'il faut créer des filières et ouvrir des usines. Voilà ce que peut faire l'Europe quand on est un peu motivé et quand on a un agenda dans la tête. Donc ça, c'est la première chose. Ça a été très difficile. Très difficile. C'est très difficile parce qu'il y a des pays qui sont moteurs, notamment, alors il y a toujours Copenhague. Aujourd'hui, c'est marrant en Europe parce qu'il y a la concurrence des villes. Les villes sont en compétition. Copenhague qui dit alors toi t'es à 33 ou t'es à 35 et par exemple maintenant il y a Berlin qui arrive dans la danse, il y a Grenoble qui arrive dans la danse, il y a Strasbourg qui arrive dans la danse. Avignon, il faut qu'elle rentre dans la danse. C'est quand même pas mal. Pour ça il n'y a pas d'autres. Il faut partir tôt. Il faut qu'on apprenne à faire du vélo tôt. Le problème que nous avons nous, en France, c'est qu'on nous a appris à faire de la piscine. Non, mais c'est pas méchant. Mais notre culture fait qu'à partir de 6-7 ans, on vous apprend à aller à la piscine. C'est bien, hein. Moi je ne dis pas que c'est pas bien, mais c'est culturel. Vous n'allez pas tous les jours à la piscine, à moins d'habiter à la mer. Mais la majeure partie des Français ne vont pas à la piscine tous les jours, ne vont pas dans la mer, mais peuvent demain être sur un vélo. Et vous voyez, culturellement, c'est quand même très compliqué. Alors qu'un enfant de Copenhague, les Danois ou les Suédois par exemple, ou surtout les Pays-Bas, ils sont très en avance quand même, mais par exemple, eux, Amsterdam, on apprend à faire du vélo dès 3-4 ans en fait. Vous voyez, il y a même des programmes où les petits à 4 ans ne roulent sans petits trous là. Nous on est dans les petits trous, vous voyez, pas du tout. Ils considèrent que le mode de transport doit s'apprendre très très tôt. Donc vous voyez, la culture elle est très différente. Maintenant, c'est la place du vélo dans les villes. Et là c'est incroyable.
les vélos n'ont pas leur place. Et il y a des choses qui, moi, me dérangent réellement. C'est-à-dire, par exemple, les villes ne se parlent pas. Je vais vous donner un exemple chez moi, dans le Nord. Par exemple, il y a des villes, il y a une ville où il y a des pistes cyclables et ça s'arrête si je veux traverser la ville. Et il y a un truc qui va pas bien en fait. Je ne peux pas continuer ma route parce que les villes ne se parlent pas entre elles. Alors qu'il y a des pays, par exemple, la gouvernance des pistes cyclables, c'est au niveau régional. Par exemple, en Allemagne, on met tous les maires autour de la table et on dit on va faire la piste cyclable, mais la piste cyclable doit être cohérente et doit traverser toutes les villes. Et là, c'est un peu compliqué. Troisième chose qui, moi, me paraît intéressant, c'est le lien notamment avec le tourisme. L'Europe, hop, alors vous allez sur un terrain quand même hyper chouette. Vous avez 3 Eurovélos. Qui le sait? Ouais, vous dites véloroute, oui, j'ai vu. Eurovéloroute, oui. Alors comment je dis des... C'est pas vraiment des euros. Ouais, mais pour l'instant, Ça ressemble. ça y ressemble, mais vous devriez notamment les mettre dans la liste. La des Via Rhôna, elle participe. Elle participe, mais qui le sait? Avignon, je pense qu'on commence à le savoir. Ah, On est très bon à Avignon, Karima, il faut qu'on te le dise. Ah ouais, Y c'est compris vrai. la mairie, et le Grand Avignon est en train de faire de gros efforts aussi. Donc, Je dis je pas ça ne dis parce pas, qu'ils je sont ne là, dis pas mais que vous ne faites pas d'efforts. ça avance bien. C'est ouais. que justement, Les autres villes nous regardent elles avec vous intérêt, regardent. comme Super. excellent. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que la véritable question, elle est qu'aujourd'hui, le tourisme ne pourra plus se faire sans vélo. C'est culturellement, on fait soit du tourisme à pied, soit en vélo, soit ce qui nous manque vraiment, c'est sur le fluvial. Là, il y a un manque criant qui est terrible. Le fluvial n'est absolument pas utilisé en France, quand même, il faut le dire. Mais en tout cas, le tourisme, c'est un gain, pas seulement économique, c'est un gain de rêverie. On regarde ce qui se passe autour de nous. Quand vous travaillez les paysages, quand vous travaillez l'architecture, quand vous travaillez les moments où vous découvrez autre chose, c'est un moment où vous rêvez. Et justement, cette rêverie, elle ne peut pas se faire en voiture. C'est techniquement pas possible. Donc, les gens sont de plus en plus exigeants. Et ils ont raison d'être exigeants. Pourquoi? Parce qu'ils veulent retrouver des villes à taille humaine, des villes où il faut bon vivre, des villes où la pollution et les congestions doivent rester dans les parties des problèmes. Eux, ils veulent des solutions. C'est la raison pour laquelle moi je suis très contente d'être ici, parce que l'Europe et la commission que je préside a décidé de prendre vraiment le virage. Maintenant, mon rôle, ça va être de suivre la France sur ce qu'elle fait. Alors là, j'ai un petit problème. Par exemple, le plan vélo en France, c'est 200 millions d'euros. Alors on se dit, ah, c'est pas mal. Mais en fait, c'est pas beaucoup par rapport, c'est sûr, 7 ans, 5 ou 7 ans. Le plan de l'année, pour les Wallons, c'est 500 millions d'euros. Que pour les C'est que les Wallons. Vous voyez, donc on n'est pas à la même échelle. Parce que pour l'instant, on rentre pas dans la dynamique. Et pourquoi on rentre pas dans la dynamique? Eh bien, c'est un peu à cause de vous, hein, les cyclistes. On ne se fait pas assez entendre. Ça va, là, je crois qu'on s'est fait entendre depuis tout à l'heure. Hein. Oui, c'est clair, mais au niveau de qui sont ceux qui contraignent notamment la mobilité? C'est pas les cyclistes. On est encore trop petits. Le lobby des cyclistes. Alors moi, c'est pour ça que je vous dis, j'ai fait un coup de maître au niveau européen, parce qu'en face de moi, ben, j'ai le lobby de l'automobile. Alors eux, ils font pas de cadeaux. Hein. Ils font pas de cadeaux. Et pourtant, ils se font entendre. Si, ils font des cadeaux, justement. Mais non, ils font pas. Si, ils font des cadeaux. Ah oui, ils font des cadeaux comme ça, tu vois, de l'autre côté. Ok. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est comment la ville, aujourd'hui, va donner un peu plus de place au vélo, comment la ville va donner un peu plus de place aux piétons, et vous avez raison, parce qu'on les oublie souvent, les piétons, et comment elle va aussi mettre en place des lieux de nouvelles activités. Et les nouvelles activités, c'est aussi la question, par exemple, de l'arrivée des trottinettes. Je ne vais pas ouvrir le débat qui a eu lieu, notamment à Paris. Je ne veux pas l'ouvrir ce soir. Mais c'est un vrai lieu aussi des nouvelles mobilités, la trottinette, par exemple. Vous voyez? Donc c'est comment la mobilité, c'est devenu comme la biodiversité. Il y a une palette
une palette de solutions et en même temps, on doit les faire vivre les unes avec les autres. Tu me coupes, hein, Jean-Pierre. Moi, normalement, au Parlement européen, j'ai 4 minutes. Hein. Mais là, je me lâche depuis tout à l'heure. Quand tu parlais, je pensais aussi que la fête du vélo, c'est le 14 avril, c'est ce dimanche-là. Ah. Et il y a les trois vélos rouges, justement, qui seront mis à l'honneur. Ah, c'est tu ce vois. dimanche-là. Bon. Vous êtes au courant, je suppose. Sinon, si vous aimez le vélo, chez moi dans le Nord, à Lille, c'est le mois du vélo, le mois de mai. Mais là, c'est juste dimanche. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que vous voyez qu'aujourd'hui, la puissance publique n'a pas anticipé ces débats. Comme elle n'anticipe pas des ruptures. Par exemple, tout à l'heure, je parlais des trottinettes, mais personne n'avait vu arriver les trottinettes. Qui a vu l'arrivée d'Uber? Levez la main. Quoi? Uber, vous savez, Uber. les chauffeurs Uber. là. Ah, les taxis là. Absolument pas. Personne. Du beurre et l'argent du beurre. Oui, l'argent du beurre. Et au fait, c'est ça le problème de la mobilité. C'est que parfois, l'innovation va beaucoup plus vite que les politiques publiques et comment nous, on régule. Sauf que nous, on doit réguler selon des objectifs. Et là, l'objectif majeur, je vous le dis, qui pour moi est le plus urgent, c'est la question notamment de l'urgence climatique. Parce que tout ce qu'on ne fait pas maintenant, on va le payer. Par exemple, je vous donne un exemple très concret. La maladie du 21e siècle, elle est là en fait. Alors elle est appelée comme ça, c'est pas moi qui le dis, c'est l'OMS, c'est l'Organisation mondiale de la santé, qui considère que la pollution de l'air, c'est la maladie du 21e siècle, dont elle est tellement invisible qu'on en parle. Il faut attendre les pics en France, vous voyez. On attend les pics de pollution pour parler de pollution. Ici, on a la gratuité des transports en commun que quand il y a trop de pollution. Ben ça, oui, mais ça, c'est un Quand problème. le Rhône est en crue. Ou quand le Rhône est en crue, voilà. Mais c'est un vrai problème, ça veut dire qu'au lieu de se dire il faut qu'on travaille sur la question des pics de pollution, on se dit on va mettre des rustines quand il y a des pics de pollution. Alors que non. Et c'est pas le monde que nous voulons. Quand il y a des pics de pollution, moi je regarde les propositions notamment où parfois je rêve, on dit attention les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, rentrez chez vous. On dit ça en France. Et je pense que, ou alors on dit oui, en plus il y a des alternatives, prenez pas votre voiture, ou c'est les voitures paires, impaires, machin et compagnie, très compliqué pour les uns et les autres, et peut-être de la gratuité selon les villes. Vous savez, c'est parce qu'ici on a beaucoup insisté là-dessus. Oui, mais mais on ne règle pas le problème de fond. Le problème de fond, c'est la pollution de l'air. Et d'où vient la pollution de l'air? Et c'est là où ça va devenir très important. Bah, c'est la place de la voiture. Que fait une voiture 95% du temps? Elle ne bouge pas. 95% du temps, elle ne bouge pas une voiture. 5% seulement, elle bouge. Ça veut dire qu'une voiture en moyenne, dans le budget des ménages, coûte entre 5 000 et 6 000 euros. Il y a combien de voitures en France? 25 millions 60. 60? Je sais pas. On est combien? On est 65 millions. C'est ça. 66 millions. 66 Non, millions. 80 millions. On est 66 millions d'habitants et il y a 40 millions de voitures. Il y a un petit problème, non? Parce qu'il y en a qui ont une Il y a un problème de place aussi, parce que ça prend beaucoup de place la voiture. Et d'une part, ça prend plus de place. Et le problème de fond, c'est que vous avez 95% du temps quelque chose qui ne bouge pas et qui coûte entre 5 000 et 6 000 euros. Vous multipliez par le nombre de millions de voitures, c'est des milliards qui dorment sans rien faire. Et le pire de tout ça, ben, c'est ce qui arrive en ce moment. En ce moment, il faut montrer que la voiture, elle est belle, elle est forte. Et elle est partout. Et quand vous parlez de place de la voiture, elle prend beaucoup de place, mais on l'a gonflé la voiture. Vous regardez, moi je suis en train, par exemple, en ce moment, de faire un gros travail, notamment sur le poids et dimension des véhicules. Parce que tout ce que vous faites en Europe sur la mobilité, ça passe par moi. Un véhicule ne sera pas sur le marché, ne mourra pas s'il n'a pas les normes, notamment européennes, et s'il n'est pas contrôlé par l'Europe. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vu ce qui se passe en ce moment? Ben, c'est plus des voitures, c'est des tanks. On a l'arrivée des SUV qui sont aujourd'hui terribles pour trois choses. La première chose, c'est qu'elles prennent beaucoup de place, les voitures.
Deuxième chose, c'est que les gens sont tout seuls dans leur voiture. Tout seuls. Troisième chose, mais il faut sortir le chéquier. Moi, j'ai regardé combien coûtait un SUV en moyenne. Ça coûte entre 30 000 et 60 000 euros. Les gens s'endettent pour quelque chose qui ne bouge pas pendant 95% du temps. Donc, on marche sur la tête. Et là, c'est le rapport de force. Pourquoi le rapport de force? Parce qu'on a des constructeurs automobiles qui savent très bien que il y a des gens qui vont mettre ce prix-là avec le rêve, la publicité. Qu'est-ce qui se passe dans les publicités? Alors déjà, moi, j'ai pas de télé, mais je regarde quand même de temps en temps via Internet les publicités de l'automobile. C'est bizarre, ils sont quand même dans un monde à part. Ils sont toujours sur des super plages. Ils arrivent dans des plages ou sur des routes, il n'y a personne. Il fait toujours beau. Ils sont toujours tout seuls avec des lunettes. Vous voyez, la publicité a envahi l'imaginaire des gens. Au point que quoi? La dernière fois, je vais chez moi dans le nord à Lille et je regarde la gare. Et dans la gare, il y a Volkswagen et le dernier SUV. Et là, je me dis, mais c'est pas possible. Pourquoi on ne fait pas de publicité sur les vélos? Ou sur les transports en commun? Ou sur le train réellement? Pourquoi on fait de la publicité? C'est à coût de milliards. Les budgets publicitaires des constructeurs automobiles, c'est à coût de milliards. Vous vous rendez compte? Et là, c'est qu'on est en train d'être... Beaucoup de gens sont dans l'emprise de la voiture, la sécurité. La sécurité est égale grosse voiture. Parce qu'on est en hauteur, dans un SUV, on est protégé, soit disant qu'on est protégé, sauf que derrière, c'est les drames humains. Pourquoi? Ah oui, mais allez-y, coupez-moi, c'est un débat, hein, allez-y. C'est juste, pardon. Oui. En fait j'avais trois remarques, mais par rapport au SUV et à la taille des voitures, notamment les voitures électriques, l'ADEME a fait une étude il n'y a pas longtemps, là, il y a peut-être un an que cette étude est sortie, en disant que les voitures électriques c'était intéressant si les voitures ne dépassaient pas un certain poids, parce que sinon il faut des batteries encore plus lourdes et donc consommateurs de ressources. Comment ça se fait que justement on voit apparaître quand même, alors que vous dites l'Europe elle est censée contrôler ça, alors je pense bien que derrière il y a les lobbies, machin, tout ça, mais bon ça c'est déjà une remarque, on connaît ça, on sait que la voiture électrique elle est intéressante, mais que dans le cas de petites voitures. Après, une autre question, c'est le lien entre par exemple les vélos ou les trottinettes électriques et l'usage qu'on devrait en avoir comme outil de transport, outil utilitaire, alors qu'en fait on voit de plus en plus, dès qu'on se balade en montagne ou n'importe, on voit des trottinettes électriques, des machins pour faire les chemins de randonnée et tout ça. Et en fait, on utilise des ressources, notamment là on parle encore ces temps-ci du lithium, la filière lithium en France, machin, tout ça. Donc on utilise des ressources pour produire des choses qui sont de l'ordre du loisir et non pas de l'utilité. Voilà. Alors derrière ça, il y a le tourisme, il y a l'économie de tourisme. Alors, voilà, ça c'est une question par rapport à ça. Comment se fait-il que, vous dites, l'Europe, c'est au niveau de l'Europe qu'on accepte tel ou tel produit qui est mis sur le marché? Pourquoi on laisse faire ça? Et une autre remarque, un petit peu sur ce que vous disiez tout à l'heure par rapport à l'aspect inclusif et de la facilité d'utiliser le vélo, dans certains cas, quand on voit par exemple, quand on se balade sur le sud d'Avignon, vers la Rocade, où on a des quartiers un peu compliqués, hein, voilà, où il y a beaucoup d'immeubles et ainsi de suite, et on voit les quelques personnes qui veulent bien utiliser le vélo, ils sont obligés de monter leur vélo au 3e, 4e, 5e étage. C'est pas très encourageant. Et du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas intégrer dans les programmes de rénovation urbaine, alors là, il y a des gros efforts qui sont faits justement sur l'isolation par l'extérieur et tout ça, sur les parcs, enfin on voit bien qu'il y a des gros efforts qui sont faits là-dessus, mais est-ce qu'on ne pourrait pas à un moment donné, dans la conception du bâtiment ou dans sa réhabilitation, prévoir des vrais parkings à vélo, sécurisés, et ainsi de suite? Parce que là, je pense qu'il y a aussi un gros frein. Moi, je vis en vélo, mais j'ai de la chance. Moi, j'ai une grande maison, un grand jardin, j'arrive, je mets mon vélo, machin, j'ai pas besoin de porter 3 étages. Mais voilà, est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose qu'il faut faire là-dedans? C'était pour les réglementations, simplement. Oui. Aujourd'hui, les lois actuelles en urbanisme et construction amènent des réglementations, amènent des obligations dans tout le neuf d'avoir des garages à vélo qui soient suffisants. Et puis il y a la dimension de l'électricité qui arrive également dans les copros et dans tous les immeubles qui sont là. Et Philippe qui est... C'est d'ailleurs pour recharger les batteries. Oui, quand vous dites l'électricité, c'est pour recharger. Tout à fait. Voilà, donc ça c'est en place. Maintenant, là où tu as tout à fait raison, c'est il faut savoir que l'on construit chaque année 1%
du parc existant. Donc la rénovation du bâti et l'histoire de la ville, si on met 100 ans pour refaire la ville sur la ville, on va avoir des cheveux blancs, quoi, hein. Donc il faut accélérer un peu cette logique. Et par rapport à cela, tu parlais, Karima, de cette place de la voiture et de tout ce qui vient. Il y a des réponses qui existent comme celle du covoiturage et de l'autopartage. Moi, étant sur le... Comment ? C'est une des réponses possibles. C'est une des réponses, elle n'est pas la seule, mais quand on voit que sur Avignon et l'agglomération d'Avignon, 80% des déplacements domicile-travail, c'est avec de la voiture, 80 à 90%, eh bien on se rend compte, et ce ne sont pas les transports en commun qui vont régler le problème. Là-dessus, je voudrais juste donner parce que quand vous parliez des villes, moi je suis allée à Berlin plusieurs semaines, et à Berlin, le vélo, c'est tout autre chose. À Berlin, le vélo, moi je l'ai pratiqué, c'est un vrai mode de transport avec chacun son sens, et on traverse des kilomètres et des kilomètres. Et c'est vrai que du coup, le domicile-travail à vélo devient une réalité, parce qu'il y a même des feux rouges pour les voies, mais des vrais feux rouges, avec des vrais passages, et du coup, vous savez que vous êtes à l'heure et que vous n'allez pas avoir de soucis, et et on peut vraiment se déplacer. Parlons des feux rouges. Pour terminer, le périurbain et le rural sont des lieux, sont des espaces où il est très difficile d'amener du transport en commun, pour des raisons de prix, économiques, etc. Dans ces territoires, la voiture est aujourd'hui la seule réponse possible. Donc il faut la partager. Il faut faire en sorte qu'on soit plusieurs dans la voiture. Et moi, je prêche pour une alliance et hybridée, autopartage et covoiturage. Parce qu'on associerait ainsi deux avantages essentiels. Déjà, quand on est 3 ou 4 dans une voiture, on réduit les pollutions, on est sur des facilités de transport, et l'autopartage, parce que de ce fait-là, on amène des personnes vers les transports en commun. Quand on rentre dans la logique de l'autopartage, c'est l'ouverture vers les transports en commun, et la question se pose immédiatement. Aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Ah ben tiens, je vais faire un bout de vélo, un peu d'autopartage et un peu de tramway. Voilà, ce sont ces réflexes-là, d'utiliser une palette de la mobilité pour faire en sorte qu'on puisse avoir une vie plus paisible ensemble. Déjà, ça facilite la relation avec l'autre. Et puis ensuite, on dégage de la voiture, de la ville dans les moments les plus pollués et les plus embouteillés. Donc c'est des pertes d'heures pour le travail, c'est les problèmes de la pollution dont on parlait tout à l'heure. Donc cette alliance-là, on peut la faire. Moi je suis convaincu qu'on peut la faire, mais il faut la faire à l'échelle qui soit massive. C'est-à-dire un plan de hybrider, autopartage, covoiturage à l'échelle de la France. On a aujourd'hui, Citis par exemple, à 2000 véhicules, ça concerne 40 000 personnes. C'est pas grand-chose, pas grand-chose. Par contre, si on l'associe avec du covoiturage, eh bien, on démultiplie le dispositif. Et j'ai vu tout à l'heure au salon, j'ignorais l'existence de la création d'une voiture française électrique dans laquelle tu es monté tout à l'heure. Donc on a pris langue, et l'idée c'est de faire en sorte qu'on puisse associer des véhicules électriques avec des dispositifs de voitures en autopartage et covoiturage. Pour cela, je vais proposer à Citis au niveau national un plan qu'on pourrait regarder au niveau européen pour aborder massivement une approche de cette nature. Alors, moi je voulais parler des freins à l'usage du vélo. Quand je discute avec des gens autour de moi, le premier argument, en tous les cas à Avignon, c'est « oulala, je ne fais pas du vélo parce que j'ai peur ». C'est classique. Alors, effectivement, ces gens-là ont quelquefois raison. Je prends l'exemple de la piste cyclable que j'emprunte régulièrement pour aller à mon travail. Cette semaine, j'ai failli me risquer ma vie parce que il y a, je pense, un problème chez nous, c'est que les agents techniques qui mettent au point ces pistes cyclables, d'abord, ils ne les pratiquent pas, et donc il y a des dégradations, et il y a surtout des points noirs qui ne sont pas vus par les gens qui réceptionnent ces pistes cyclables. Je prends l'exemple de la visibilité, c'est quand même quelque chose de simple,
quand on veut traverser une voie, ben, il faut avoir la visibilité sur les voitures qui arrivent. Eh bien, je peux vous dire que là où je vais, enfin, c'est pour celle que je pratique en tous les cas, je suis obligé de sortir de la voie cyclable. Je vais à pied donc, et je traverse avant le croisement prévu à cet effet, parce que quand les arbres poussent, eh bien on ne voit plus rien. Donc j'ai l'impression de jouer à la roulette russe chaque fois que je traverse la chaussée, parce que je ne vois pas arriver les gens. Voilà. J'appuie sur le bouton, ben, le bouton ça ne fonctionne pas. Hein, il faut attendre 3 minutes pour qu'il passe au vert pour le cycliste. Et quelquefois même, j'ai vu des boutons qui ne fonctionnent pas du tout. C'est-à-dire qu'on est toujours à 100% du temps rouge pour le cycliste. Il ne se met jamais au vert. Voilà. Il y a également des pavages qui sont... dysfonctionnements locaux, ça. Oui. C'est des dysfonctionnements. Mais oui, mais ce sont des dysfonctionnements, mais ça montre qu'il n'y a pas une culture du cyclisme. C'est un frein. Voilà. C'est très intéressant ce que vous... Excusez-moi. C'est très intéressant ce que vous dites. Et moi, est-ce que je peux pousser la réflexion? C'est que moi, j'ai beaucoup de cyclistes qui me remontent aussi. C'est que certains véhicules, des bus, des camions, ne voient pas les cyclistes. Non, ils se rabattent. Et ils se rabattent. Et aujourd'hui, c'est le cycliste qui fait des efforts, alors que dans la législation européenne, par exemple, les angles morts sont obligatoires dans notamment les véhicules, les bus, etc. Ceux qui travaillent, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous aujourd'hui. Et vous savez que normalement, les angles morts, c'est la législation. Et pourtant, il y a plein de choses. Qu'est-ce que tu veux dire par les angles morts, c'est la législation? Mais par exemple, lorsque vous êtes dans un camion, vous avez l'obligation d'avoir un rétroviseur qui vous permet de vous voir. Ça, c'est une obligation. Et moi, quand je regarde, parce que j'aime bien me balader, il y a un truc que j'adore faire dans les villes, c'est je m'assois dans une très jolie terrasse de café, il n'y a pas de raison, et je regarde le monde qui m'entoure de la mobilité. Et moi, je vois des choses, par exemple, il y a des camions dans les villes. Moi, personnellement, je considère les camions... Alors, je ne dis pas les méga camions, parce que c'est un autre problème, ça. Je ne raconte pas. C'est un de mes combats. Mais il y a des camions qui, dans des heures, notamment, où, par exemple, dans les pays du Nord, les camions, pour décharger, etc., ils ont une heure fixe. Ils disent, de 4h à 6h du matin, on n'embête personne. Donc, on n'est pas sur la route et on ne met pas en danger ni les piétons, ni les cyclistes. Nous, en France, la logistique des villes, notamment... pour les magasins, c'est un peu compliqué. Le dernier kilomètre nous pose un vrai problème. Alors que ce dernier kilomètre pourrait être fait en quoi? En vélo. Et le problème de fond, c'est que tout ça va devoir générer aussi la priorité, et je considère que ça devrait être une priorité, et ça ne l'est pas. C'est ce que vous dites, monsieur. Vous avez dit tout à l'heure ce que j'ai dit. Hein. Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur, ça veut dire votre sécurité routière. Par exemple, moi je suis assez incroyablement choquée que moi, par exemple, j'ai essayé de créer un truc en Europe. Bon, je me suis fait insulter par tous les constructeurs automobiles, mais je m'en fiche. Je voulais créer un permis SUV. Oui, non mais vous savez pourquoi? Parce que quand vous passez le permis, vous ne passez pas le permis sur un SUV. Ce n'est pas possible. Chacun d'entre nous, ceux qui ont le permis, moi j'ai passé mon permis, ce n'était pas un SUV, même aujourd'hui les auto-écoles ne sont pas sur des SUV. Un SUV en moyenne c'est 1,6 tonnes, c'est énorme. Donc les marges de manœuvre et de réflexe ne sont pas les mêmes. Et de visibilité, mais c'est pas les mêmes, vous voyez. Donc ça c'est quelque chose sur lequel il faut, dans les politiques notamment de vélo, reprendre le vélo sur un volet de sécurité. Il y a deux grands principes au niveau européen, c'est que les vélos, comme les piétons, c'est la priorité de la sécurité. C'est aussi simple que ça. La deuxième chose, je voudrais très rapidement, avant que j'oublie votre question, parce que vous avez dit, les petites voitures électriques, oui, on sait en faire. Le problème de fond, c'est que moi, je considère qu'il faut dire la vérité aux gens. On ne dit pas la vérité aux gens. Il faut dire... Je suis désolée, tout le monde n'aura pas sa voiture électrique. Même si on a un président de la République qui dit « j'aime la bagnole », moi je dis qu'il faut qu'il ait oublié de rajouter
J'aime la bagnole partagée. La bagnole électrique, elle n'est pas pour tout le monde. Je suis désolée, il y a plein de gens qui n'auront pas l'accès ni la possibilité d'avoir cette voiture électrique, donc autant la partager. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, au niveau européen, et je pense que la prochaine mandature, c'est ça qui va être la bataille. On ne peut plus se permettre d'avoir des tanks sur les routes. C'est aussi simple que ça. Déjà, on se bat contre les méga camions, c'est pas pour avoir des mini méga camions. Vous voyez? Donc ça, c'est une bataille sur laquelle on a vraiment beaucoup de mal, parce que quand on leur dit, quand ils disent, mais on est obligé de produire ce type de voiture, la première chose, c'est qu'ils disent, parce que les consommateurs veulent ça. Eh oui. Enfin, mais ils veulent ça parce qu'en c'est fait, l'œuf et la la poule, publicité ne leur vend que ça. c'est l'œuf et la poule. Voilà, vous voyez, et donc la publicité fait aussi que ce type de véhicule, bah, on dit, oh, c'est beau, oriente les choix. La deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est la trottinette électrique. Alors, la trottinette électrique, on peut ouvrir le débat. Mais moi, je préfère quelqu'un en trottinette électrique dans des lieux que quelqu'un qui prend sa voiture. Et ça, la trottinette électrique, je peux le prendre dans le TER. Je veux faire du report modal, vous voyez? Et moi, mon problème, il est qu'aujourd'hui, c'est que les alternatives, elles ne sont pas prêtes. Par exemple, on aurait plus d'offres de TER avec un choc de mobilité. Le choc de mobilité, c'est plus de trains, plus de fréquences, plus de prix abordables. Les gens arrêteraient de prendre la voiture. Ils prendraient les transports en commun. Le problème, c'est la filière du choc qu'il faut préparer. C'est pour ça que moi, je défends au niveau français ce que j'appelle le ticket climat. Alors, allez-y. Moi, j'ai aussi également une interrogation. Aujourd'hui, on a des systèmes qui, lorsqu'on va d'un point A à un point B, vous calculent le temps que vous allez parcourir en fonction de la vitesse, du trafic, de la montée, de la descente. Enfin, c'est très sophistiqué. Donc, vous savez à l'avance à quelle minute vous allez arriver normalement. D'un point A à un point B. Quand vous prenez les transports en commun, ben, c'est pas du tout pareil. Parce que le point A au point B, ben, il faut d'abord aller à la gare, ou alors il faut aller à la gare de bus, la gare SNCF, etc. Et puis une fois que vous êtes arrivé à votre gare de destination, il faut prendre également un autre transport, c'est-à-dire soit un vélo à partir d'une borne, soit un bus, soit... Bon. Donc on n'a aucun système, enfin moi à ma connaissance, on n'a aucun système informatique qui nous dise, voilà, je suis là au point A, je vais aller au point B, par exemple, tout simplement à Marseille, dans un tel ou tel quartier. Eh bien, oui, sur le système va me dire, ben, voilà, tu vas arriver à Saint-Charles à telle heure, et après, après je sais pas. Encore le métro, ça va, parce que le métro, il y a une bonne fréquence, donc je ne m'interroge pas là-dessus. Mais si je vais prendre un bus pour aller à un lieu déterminé à Marseille, eh ben, je dis, ben, je ne connais pas l'horaire de bus, je ne sais pas, puis c'est très aléatoire les bus. En plus, il y a des bus qui se terminent à 19h, quoi. Enfin, donc du coup, je prends ma voiture pour aller au point B, au fin fond de Marseille. Je peux vous partager un petit peu mon expérience. Moi, j'ai vécu 18 ans en Hollande. Donc, mes 3 enfants sont nés en Hollande. D'ailleurs, ils ont appris à nager aussi. Parce que là-bas, si tu ne sais pas nager, tu tombes dans un canal, tu meurs. Mais ils font du vélo dès le début. Donc, ils apprennent les deux. C'est sûr que ce qui se passe aux Pays-Bas, c'est que les gens, il y a des garages à vélo dans les gares de départ, dans les gares d'arrivée. Donc, ils ont 2 vélos. Oui. De chez eux, ils vont en vélo jusqu'au premier garage à vélo. Ils laissent leur vélo. Ils prennent le train. Et après, ils ont un deuxième vélo à l'arrivée. Et là, ils peuvent se déplacer. Oui, mais moi, c'est les trajets occasionnels. C'est pas le trajet pour aller à mon travail, pour aller à mon rendez-vous. Oui, mais moi je parle des trajets, justement, la plupart des trajets qu'on fait régulièrement. Oui, d'accord. Donc ça, c'est important. Mais ici à Avignon, justement, on est en train un petit peu d'avoir cette culture avec la possibilité d'avoir ce garage à vélo directement dans la gare ici. Il est en construction. Voilà, il est en construction. Donc, je veux dire que nous, on fait longtemps, en tant qu'écologistes, on prêche pour cette idée-là. Et justement, ça a été aussi tout l'objet de Roulant à vélo. Roulant à vélo voulait dire qu'on ne faisait pas du vélo que pour le sport, on faisait du vélo pour se déplacer.
Et donc ça, c'est aussi à Avignon, je pense que c'est quelque chose qui est dans la mentalité, qu'il va falloir développer. On a, enfin, au niveau du Grand Avignon, on a aussi mis en place un PDU avec, justement, c'est ce que tu disais, il n'y a pas de réflexion entre les différentes villes, il y a un plan qui est actuellement en élaboration. Donc je crois qu'à Avignon, on peut quand même servir, et là, on peut quand même servir d'exemple. Et je peux vous le dire ici en coupe, peut-être que Karima peut le dire aussi, elle est venue pour la première fois ici, c'est la première année, mais ça va se renouveler. Ça va se renouveler avec les acteurs économiques, avec les acteurs associatifs, avec les acteurs plus institutionnels. Donc je pense qu'on est capable ici, à Avignon, d'être un modèle et de briller un petit peu, de donner l'exemple. Et je pense que Karima, donc dans ses venues prochaines, pourra peut-être nous y aider. Jean-Pierre, tu permets ces entreprises-là. Donc on va avoir une réponse dans les mois qui viennent, donc peut-être que l'année prochaine ça fonctionnera, mais pas pour Avignon. Encore une fois, du moment qu'on est une agglo mais on n'est pas une métropole, on reste entre nous, on est dans le même système. D'où l'intérêt de faire justement le projet du TER, parce que voilà, l'étoile ferroviaire. Voilà, c'est pour ça que je voulais dire. Ouais, mais c'est là où ça devient important. Le mot de la fin peut-être. Ouais, c'est là où c'est une innovation parce que ici vous avez une étoile ferroviaire avec 6 lignes régionales. Exactement, elle est seule. Et au fait, moi je trouve que la maire d'Avignon invente quelque chose de très nouveau qu'il faut porter, c'est-à-dire qu'elle dit mais moi je veux un réseau RER express, pas métropolitain, parce que c'est pas le métropole, mais au-dessus. Mais il faut encourager que des villes moyennes rentrent dans ce dispositif. Moi je trouve ça extraordinaire. Justement, moi je crois que tu peux nous aider. Parce qu'on ne le verra pas dans les années à venir, la réalisation. Mais si on pouvait obtenir qu'il y ait une étude objective avec des gens de qualité. Je peux dire que si l'Europe, l'État finançait ce genre d'études sur ce territoire, à partir de l'étoile ferroviaire, on avancerait facilement. Il y a des experts, il y a un expert actuellement qui serait à choisir si l'Europe et la France le faisaient. C'est quelqu'un qui a travaillé à Avignon. C'est lui qui a lancé l'idée de tram. Il a été directeur départemental de l'équipement et actuellement c'est le responsable des TER de la région parisienne. L'ensemble des transports en commun d'Île-de-France. C'est Jean-Louis Gauvin. Jean-Louis Gauvin. Jean-Louis Gauvin connaît, puisqu'il a été sur le territoire, il a été porteur de projets qui n'ont pas été retenus, c'est pour ça que ça ne s'est pas fait, mais il a maintenant une expérience là. Si on pouvait avoir quelqu'un qui est un pratiquant, qui connaît le territoire et qui soit chargé de ce genre d'études, on aurait peut-être des chances qu'il en sorte quelque chose de positif. Parce que là aussi, on peut avoir aussi d'autres choses. Allez-y, parce que dernier point. Moi, j'arrête sur le dernier point. C'est tout ce qui a été dit. Moi, me fait penser une chose, et je pense aux fonctionnaires du Grand Avignon qui sont là, c'est qu'il y a un travail sur l'éducation. Parce que quand on parle des problèmes de sécurité, des problèmes une branche peut me gêner si je suis sur une piste cyclable, tout ça, c'est actuellement, on ne maîtrise plus rien. Il nous faut absolument du savoir. Donc il y a un travail éducatif énorme sur les questions d'accepter aussi la complexité et le danger. Lorsque je circule à pied dans les rues piétonnes, les trottinettes sont un danger si je ne suis pas attentif. Le partage, l'idée de partage est importante, mais encore faut-il qu'il y ait une éducation. Et le problème de l'éducation, ça me paraît essentiel. Elle ne permettra pas d'avoir une solution immédiate, mais on n'y échappe pas. Et il faut faire cette éducation, pas uniquement dans les écoles, c'est à faire auprès de toutes les personnes, de tous les âges. Ok. Merci Robert. Voilà. Oui, je voulais juste dire à Karima qu'à Avignon, la ville a fait beaucoup avancer le réseau de pistes cyclables, que vraiment en 10 ans, puisque Cécile était là depuis 10 ans, ça a beaucoup bougé. Hein, donc même s'il y a encore des petits réglages à faire à certains feux, c'est vrai, je le connais bien le feu dont tu parles. Je voulais te parler aussi de l'étoile ferroviaire, mais tu l'as cité, donc c'est un avantage énorme pour moi. Et puis peut-être terminer sur les cyclistes roulant en vélo, et puis d'autres groupements, notamment le groupement WOCO, si tu veux regarder toutes les vidéos qu'ils ont mis sur YouTube, WOCON, les points d'exclamation WOCO. Ils font pas mal de vidéos, et donc c'est ce collectif et roulant en vélo, WOCON.
WOCON, il y a un point d'exclamation, donc il y a beaucoup de vidéos sur YouTube. C'est provençal. un jeu de mots. C'est le sud. On va y arriver. Wako, on va y arriver. C'est le sud, c'est le sud. Ah, Donc, C'est provençal. et on se bat actuellement, alors, carrément, on se bat actuellement pour un rêve, c'est-à-dire un réseau express Ah oui. vélo avec le Grand Avignon qui a rejoint Qui l'a validé. qui a rejoint l'équipe, hein, et donc c'est en train Validé, d'avancer. financé. Alors c'est prévu pour un peu dans longtemps, donc on essaye encore de faire accélérer. On va tout à fait dans le sens de ce que tu dis, où on se bat pour que ça avance encore plus vite, parce que c'est effectivement essentiel pour la planète. Un petit dernier truc sur roulant à vélo, c'est qu'il y a une vélo-école, où on apprend aux adultes qui ont perdu l'habitude à faire du vélo, et on va dans les écoles aussi, apprendre aussi à faire du vélo, parce qu'il n'y a pas que la piscine. Et l'atelier réparation. Maintenant, il y a roulant à vélo. Et l'atelier réparation aussi. Carrément, 1400 adhérents. Je t'apporte le micro. Oui, merci pour vos contributions. Moi, je suis tout récent dans le domaine, puisque ça fait 3 mois que je suis en poste. Dans le micro, s'il te plaît. Mais du coup, c'est bien pour moi parce que toutes vos réactions font écho à plein d'actions qui sont soit déjà menées, soit en cours au Grand Avignon, et ça me permet de souligner que du coup nos élus ne sont pas hors sol, parce que justement on a plein de choses. Alors j'en ai listé certaines, je ne serai pas exhaustif dessus. Il y a effectivement le réseau Express Vélo. Il y a une maison du vélo qui va être inaugurée d'ici quelques semaines près de la gare centre, qui permettra de l'éducation autour du vélo, qui doit permettre aussi d'aider à la réparation, à la remise en selle, etc. Enfin, plein d'actions autour du vélo. Il y aura elle sera distincte de la maison des mobilités. Il y aura une maison des mobilités aussi. Vous ne pouvez pas savoir aussi quelle est la difficulté des acteurs publics. Là, je parle à la politicienne, mais elle en est convaincue, j'en suis sûr. Des difficultés qu'on peut rencontrer à mettre en place en œuvre des projets. On est en train d'essayer de moderniser le réseau de Vélopop. Et pourtant, il est existant. On fait simplement que renouveler le parc en mettant un parc beaucoup plus moderne, etc. On espère une multiplication de l'usage de ces vélos-là grâce à ces nouvelles stations, ces nouveaux équipements. Et pourtant, c'est très difficile d'être autorisé à les mettre en place. Bon, ça, c'est une chose. Vélo électrique. Des vélos électriques, ce sont des vélos électriques. On espère multiplier par 3, peut-être 5, l'usage actuel du parc. Bon, il faut dire qu'il est en mauvais état aujourd'hui. Oui, essentiellement. Bon, pourtant on fait des efforts, mais voilà. Il y a des consignes à vélo, vous les avez vu qui sont en train de pousser. Là aussi, il y a plusieurs opérateurs, il y a plusieurs gestionnaires. On veut essayer de mettre en place des solutions, comme vous l'indiquiez. Donc avec une mutualisation, enfin un usager qui est abonné sur un réseau aura sans difficulté la possibilité d'accéder à toutes les consignes avec le même tarif, etc. Là aussi, on rencontre plein de difficultés, mais on est dans cette démarche-là, et c'est ce qu'on vise, avoir des consignes à vélo qui soient toutes utilisables, quelle que soit l'origine de l'usager. La logistique urbaine, je ne sais pas, vous avez sans doute vu, il y a la roue tourne qui était à InnoMove, mais voilà, donc on a aussi une étude qui est en train de naître autour de ça. On se fait accompagner par le CEREMA là-dessus, donc une étude à venir. Blablacar Daily, qui a remplacé Klaxit, qui démontre est plus performant que ce qu'on avait jusque-là comme plateforme. Le CERM pour l'étoile ferroviaire, on est l'une des rares collectivités à se lancer dans la démarche du CERM, donc les services express régional métropolitain, mais là aussi c'est un chemin de croix. Hein. Il va falloir être labellisé, il va falloir montrer patte blanche, investir beaucoup dans les études pour qu'on puisse nous accompagner derrière. Je crois qu'il n'y a que 4 collectivités qui le font en région, et on est la plus petite d'entre elles. Hein. À côté, ce sont des métropoles, c'est des grosses cylindrées, on va dire, par rapport aux moyens dont on dispose. On se lance quand même dans cette démarche-là, on espère. Mais nous, on a un réseau existant.
Et on a un réseau existant. Oui, le but c'est de l'optimiser, de s'appuyer dessus et de pouvoir avoir une offre qui soit vraiment comme celle que vous indiquez tout à l'heure. Et puis j'en oublie sans doute, mais voilà, c'est pour vous dire qu'on est une petite équipe, on a des élus qui nous accompagnent bien et on a la volonté de faire au mieux. Très bien. Je vais faire une question peut-être. Oui. Allez. Tout d'abord, je voudrais vous remercier. Ça va vite, hein, vous avez vu, parce qu'on veut débattre, mais nous, on va continuer. On va à la mairie, vous pouvez nous suivre. On va continuer à parler notamment de mobilité. Je comprends, parfois les politiques ne comprennent pas les enjeux. Je vous le dis, hein, parce que, par exemple, moi, je suis assez atterrée que, par exemple, des villes où il y avait des pistes cyclables, etc., la majorité change, les pistes cyclables n'existent plus. Je peux vous faire... Ah oui, je connais plein de villes où les majorités politiques changent, mais la politique aussi de mobilité change. Et ça, c'est pas possible, en fait, parce que justement, on n'a pas le temps. Les politiques de transport, malheureusement, c'est quand même du long terme. Les infrastructures, c'est du long terme. C'est pas pour changer à chaque fois, etc. Donc ça, il faudra faire très attention à l'avenir. La deuxième chose, c'est qu'il faut les budgets. Et le problème, c'est que malheureusement, pendant ces décennies, on a mis beaucoup de budget sur la route, jamais dans le train, du fait que le train, nous, le pays du TGV, aujourd'hui, on voit partout des trains qui sont en retard, des trains où les gens commencent à devenir... Ils disent TER est égal galère, hein, ils reprennent leur voiture, hein, donc c'est un peu compliqué. Et dans les villes, ce qui va être très très important, de plus en plus, c'est de gérer la place de la voiture. Alors, il y a des dispositifs de plus en plus fermes, par exemple Paris, Lyon viennent de taxer les SUV, par exemple. Ça, c'est une... Alors, eux, ils ne prennent pas à la légère, ils y vont, mais à fond. Ensuite, on a des villes qui disent hors de question maintenant. Si, moi, j'ai des villes en Europe qui disent s'il y a une voiture, il y a une personne dans la voiture, elle ne rentre pas dans la ville. Donc, le taux d'occupation de la voiture va être un des sujets clés, là, les mois à venir, sur il faut remplir la voiture, il faut optimiser. Et je pense que tous ces débats ne font que commencer avec une chose qui est pour moi majeure, c'est le bien-être dans les villes. Et le bien-être dans les villes ne doit pas nous faire oublier que la périphérie des villes, où il y a des quartiers populaires, eux aussi ils ont droit à des vélos. Eux aussi ils ont droit à des transports en commun. Eux aussi ils ont droit justement à l'accessibilité des transports en commun et même très tard. Et là, je pense qu'il y a une chose à faire. Si on veut redonner vie, notamment aux transports en commun, il faut faire que les transports en commun soient dans des expérimentations de gratuité, par exemple la nuit. Par exemple, quand vous allez au concert, quand vous allez au cinéma, quand vous allez manger au restaurant, quand vous voulez juste vous balader, vous prenez automatiquement quoi? Votre voiture, parce que vous savez que vous allez rentrer tard, et donc vous prenez votre voiture. Alors que dans les pays du Nord ou la Suisse, etc., les transports en commun, c'est jusque 2h du matin. Donc vous pouvez aller faire la fête, et jusqu'à 2h, vous avez des transports en commun. Vous voyez, la différence de culture, c'est des petites choses qui font que, hop, on commence à accompagner, hop, cette voiture en y mettant fin. En tout cas, je voudrais vous dire merci du temps que vous m'avez consacré. Je vous laisse conclure parce que c'est vous la chef du lieu de toute manière. Donc, merci de m'avoir d'avoir donné le temps et merci pour ce lieu qui est vraiment formidable. Et je vous dis à très bientôt parce que je reviens pour le Festival d'Avignon. Vous êtes, voilà, c'est dit. Vous serez la bienvenue. Merci beaucoup d'avoir été présente ici. Merci à tous d'être venus. On est ravis de pouvoir faire ce type de temps d'échange et de rencontre à la Syrie. Et puis, écoutez, je vous invite à continuer à discuter avec Karima et échanger en allant jusqu'à la mairie. Allez, on y va. Voilà. Merci beaucoup. Vous prêtez la salle déjà, c'est très sympa. Vous avez été un remarquable accompagnement tout à l'heure, merci à vous d'être là. Merci à vous d'être là un vendredi soir, alors qu'il fait beau et que moi je suis arrivée avec des collants et un manteau. Je viens du nord, donc nous n'avons pas la même température et je vois que chez vous il fait très très chaud. Je ne pensais pas qu'il allait faire aussi beau. Et je suis donc très heureuse d'être aujourd'hui à Avignon pour plusieurs choses, mais la première qui nous réunit aussi ce soir, c'est parce que nous devons parler d'un sujet clé qu'on appelle la mobilité.
Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Karima Deli, je suis la présidente de la commission des transports et du tourisme au sein du Parlement européen. Je suis la première femme à présider cette commission, première femme depuis la naissance du Parlement européen. Bravo. Alors, quand je suis arrivée à la tête de la commission des transports, je ne suis pas arrivée par hasard, parce que j'étais spécialisée dans les questions notamment de transition. J'ai eu une expertise sur la question du logement, notamment du logement social et de la rénovation énergétique. J'ai travaillé avec Marie-Christine Blandin, qui était la première femme présidente du conseil régional et la première sénatrice verte. J'étais son assistante et elle était spécialiste de la question de la culture, notamment dans les villes. Et moi, j'étais spécialiste un peu des questions de transition dans les villes. Et dans la ville, j'avais donc toute l'expertise sur la question de la culture, la question du logement, la question notamment de l'adaptation énergétique, etc. Mais il manquait justement un secteur dans les villes, c'était les transports. Voilà, je me suis mise dans la commission de transport. Et dans la commission de transport, le truc qui m'a le plus réveillée, c'est un jour, on était en 2014, et on est en campagne. Et moi, je suis chez moi dans le Nord, et ma concurrente en face de moi, c'est Marine Le Pen. Vous connaissez? Voilà. Et, au fait, on part dans une campagne qui est terrible, parce qu'il y avait cette une de Libération, je m'en souviendrai toute ma vie, où on voit la Tour Eiffel, notamment dans un épais magma de pollution. Et il y a un titre en dessous qui dit « En France, il y a 30 départements qui explosent les taux de pollution. » Et je me suis dit « Mais comment ça se fait qu'il y a cette une-là et personne ne fait rien sur la pollution de l'air ?» Et je vois que Paris, la maire de Paris, renvoie la balle notamment à la région, et chacun s'amuse à ne pas prendre ses responsabilités. Et ce moment-là où la France se réveille avec notamment la pollution, parce que la pollution va venir, alors d'abord il y a cette excuse où tout le monde dit c'est le vent du charbon de l'Allemagne qui fait qu'on a cette pollution de l'air, pas trop, mais il y a une prise de conscience. Et le truc qui est quand même assez fou dans cette histoire, c'est les directives du gouvernement. Le gouvernement va dire une chose incroyable, il va dire les pics de pollution sont là, les femmes enceintes, les enfants, les personnes âgées, rentrez chez vous. Et là je me suis dit, mais dans quel monde on veut vivre avec des mots d'ordre de ce genre, alors que la cause première, c'est de s'attaquer à la pollution de l'air. Et donc, je décide de rentrer dans la commission des transports et j'arrache un rapport sur la mobilité urbaine durable en me disant que je vais m'attaquer à la pollution de l'air. Qu'est-ce que j'ai pas fait? Je m'attaque à la pollution de l'air et il y a un grand rapport en 2012, l'Organisation mondiale de la santé, qui dit eh ben, il va falloir réellement sortir du diesel parce que le diesel est considéré notamment comme cancérigène. Donc je dis, banco, Karima Deli, tu as le rapport sur la mobilité urbaine durable, donc tu prends tes responsabilités, tu suis la feuille de route de l'OMS. Donc je mets dans le rapport qu'il faut absolument faire plus de transport en commun, faire plus de vélo, mais surtout la partie, il faut sortir du diesel. Et là, qu'est-ce que je n'ai pas fait? J'ai le rapport en janvier 2015 et le rapport va traîner. Je suis convoquée par les commissaires européens qui me disent « Madame Deli, il faut supprimer cette sortie-là, la fin du diesel dans votre rapport, parce que je suis désolée, vous voulez faire mourir l'industrie automobile. » J'ai dit « Moi, Karima Deli, que de pouvoir, franchement. » Et donc j'ai dit, je ne lâche pas, je laisse cette partie dans le rapport. Gouvernement allemand qui me dit, qu'est-ce que vous avez dans votre rapport? La sortie du diesel? Il faut supprimer. Et j'ai dit, non, 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 je ne sortirai pas. Et là, ça devient un peu plus serré. Pourquoi? Parce que je suis dans le groupe des Verts, et dans le groupe des Verts au Parlement européen, vous avez différentes nationalités. Et le premier groupe, notamment du groupe des Verts, ça s'appelle les Grünen. Tu filmes là? Bon, je le dis quand même. Alors, eux, ils n'étaient pas d'accord, parce que leur industrie automobile est très forte. Donc, on ne touche pas trop l'industrie automobile. Et donc, j'ai dit, je ne lâche pas. Et c'est là où j'ai commencé à me dire pourquoi
l'industrie automobile veut faire la loi, alors que l'intérêt général, c'est la pollution de l'air, donc c'est la santé des gens. Et donc, je ne vais pas lâcher. Et je vais mettre en œuvre, justement, ce rapport. Et entre-temps, j'ai des associations environnementales, j'ai des associations américaines qui commencent à me dire « Mais attendez, Madame Dely, on a un problème sur les taux de pollution et les contrôles. » Personne ne les croyait, sauf moi. Et un jour, je reçois un très joli carton, comme ça, avec les lettres dorées. « Madame Dely, on vous invite dans un très très beau hôtel à Bruxelles, vous faire une démonstration du diesel propre. » Ça n'existe pas le diesel propre. Signé Volkswagen. Et donc, je dis, ouh là là, il y a quelque chose qui ne va pas bien. Donc, je commence à dire, là, il y a les taux, il y a un truc qui ne marche pas. Le contrôle ne va pas. Et le 22 février 2015, en plein salon de Francfort en Allemagne, Volkswagen est pris les mains dans la confiture. Les États-Unis ont contrôlé notamment 30% des véhicules de Volkswagen. Et Zatipa, qu'est-ce qui se passe? Logiciel fraudeur. C'est-à-dire que quand une voiture aujourd'hui arrive aux États-Unis, on a une agence. Il faut me couper parce que moi je vais raconter ma vie. Je vous dis tout de suite, je suis là avec vous jusqu'à minuit et demi. Et lorsque les voitures arrivent aux États-Unis, elles sont contrôlées 2 fois. D'abord dans un laboratoire, on tourne les roues, on regarde quel est le taux de pollution. D'accord? Et ensuite on prend la même voiture et on roule avec dans la vraie vie. C'est ce qu'on appelle en conduite réelle. Et normalement les taux sont obligés de bouger. De 10 à 20%, c'est pas les mêmes chiffres. Et là, les taux ne bougent pas. La norme européenne ne bouge pas. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont démonté la voiture et ils ont appelé notamment les Allemands. Il y a un truc qui ne va pas. Et donc, ils ont avoué l'utilisation d'un logiciel fraudeur. Et là, mon sang ne fait qu'un tour. Le dragon arrive et je demande une commission d'enquête au Parlement européen. Il n'y avait pas eu de commission d'enquête sur un scandale sanitaire au Parlement européen depuis 16 ans. Le dernier en date, c'était la vache folle. Pour vous dire que c'est très difficile d'avoir une commission d'enquête au Parlement européen. Alors, comment j'ai réussi? Nous, les Verts au Parlement européen, on était pimous. Petits mais costauds. Et donc, j'ai été arrachée, voix par voix, le nombre de députés pour avoir la commission d'enquête. Nous avons eu la commission d'enquête et qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde savait. Personne n'a rien fait. Donc on a remis à plat l'ensemble des contrôles, notamment des véhicules. Et aujourd'hui, les véhicules, parce que les véhicules, vous savez, en France et en Europe, ils sont contrôlés dans un laboratoire privé, financé par les constructeurs automobiles. Et donc aujourd'hui, ben, c'est plus le cas, et il y a un conduite réelle. Donc, quand j'ai proposé ma candidature au sein de la commission des transports, tout le monde a dit, le dragon est là. Je suis arrivée à la tête de la commission des transports avec une commission, je suis désolée pour vous messieurs, mais des gens qui adorent l'automobile et qui adorent l'avion. Alors c'est la petite écolo qui arrive et qui dit non, 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 on va changer. Et là ça a été une véritable galère. Pourquoi? Parce que c'était quand même assez difficile, parce que nous sommes assez petits au Parlement européen. Et pourtant, nous avons fait des choses extraordinaires. Pourquoi on fait des choses extraordinaires? Non pas parce qu'on est les meilleurs, mais parce qu'on a une vision. Nous devons changer la mobilité des gens. Nous n'avons pas le choix. Jamais la mobilité des gens la mobilité n'a jamais été autant au cœur des problématiques des Français et des Européens. Alors je vais vous poser 3 questions, parce que moi j'aime bien quand c'est réactif. Qui, il y a 10 ans, avait pensé au système de Uber? Levez la main. Les taxis Uber. Qui, il y a 10 ans? Levez la main. Uber. Vous savez les taxis Uber? Il y en a qui ont des applications Uber. Je vais vérifier vos téléphones de toute manière tout à l'heure. Voilà, ça c'est dit. Comme ça. Personne n'a vu arriver une espèce de plateforme qui, sans les constructeurs automobiles, gère un marché. Personne.
Qui a vu le retour de la trottinette? Levez la main. Personne. Qui avait cru qu'après le Covid, on allait appeler des pistes Corona-pistes? Personne. Et c'est là le drame des politiques de transport en France. Quand on fait de la politique, on anticipe. On fait de ce qu'on appelle de la prospective. Et au fait, nous, on fait du coup par coup. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ce qui est assez terrible, mais dans notre pays et en Europe, on a inventé des nouveaux mots qui, selon moi, est assez incroyable parce qu'elle bascule notamment notre société. D'abord, la première chose, c'est, pendant des années, on a dit aux gens, ne vous inquiétez pas, la vie sera belle, vous aurez la liberté. La voiture, c'est votre mode de vie et de transport. On a même dit que c'était tellement fou la voiture qu'aujourd'hui personne n'avait anticipé quoi, et tout le monde en a entendu parler, mais plus personne n'en parle, la question des gilets jaunes. La question des gilets jaunes, c'est quoi? C'est pas juste la dernière goutte de carburant, c'est la fracture territoriale. Aujourd'hui, nous sommes dans un pays où la fracture territoriale est incroyable. Et il y a des gens qui ont fait croire qu'avec la voiture, on allait régler la fracture territoriale. Alors nous, on a fait mieux parce que dans les territoires ruraux, voire périurbains, il y a des gens qui ont 2 voitures. Est-ce qu'on a réglé la fracture territoriale? Pas du tout. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Eh bien, il faut d'abord penser autrement. Tout d'abord, la France, en termes de mobilité, quand on regarde au niveau européen, vous savez c'est quoi? Tout le monde dit c'est le pays du TGV. Et vous avez vu notre réseau ferroviaire? Alors moi, je viens d'une région, par exemple, les Hauts-de-France, où on a supprimé 11 000 trains l'an dernier. 11 000 trains. Vous vous rendez compte? Donc les gens, ils en ont tellement marre, qu'est-ce qu'ils font? Bah, ils reprennent la bagnole. Alors, le pays du TGV, il va falloir réellement maintenant investir sur le ferroviaire, premièrement. Deuxième chose qui est quand même assez incroyable, c'est, alors vous avez levé la main, mais qui considère aujourd'hui que le train coûte cher? Levez la main. Ça dépend du coup. Attendez. En général, en général, considérez-vous que les prix du train sont chers? Qui ne veut pas voter? Il y en a 2 là, je vous surveille là. Donc vous trouvez que c'est cher? La majeure partie des gens considèrent que c'est cher. Est-ce que vous trouvez normal que moi, Karima Deli, je ne prends pas l'avion, enfin j'essaie de ne pas prendre l'avion, mais est-ce que vous considérez ça normal qu'un Lille-Nice en avion, 19 €? Eh ben voilà. En fait, nous sommes dans un pays qui a fait des choix politiques depuis 40 ans qui ne vont pas dans le bon sens. Tout d'abord, on voulait aller vite. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Chaque nouvel élu, quelle que soit sa grande ville, veut quoi? Sa ligne de TGV. Donc, on a dit, on va faire du TGV, allons-y, c'est la vitesse, c'est très bien, etc. Au détriment de quoi? De toutes les autres lignes. Ce qui fait qu'il y avait des lignes, avant, qui desservaient les périurbains, même les rurales. Qu'est-ce qu'on a fait? Comme on ne rénove pas, elles se détériorent, donc on ferme. Au niveau européen, il faut savoir que quand on parle du train de nuit, et moi je l'ai relancé le train de nuit, et c'est là où j'ai vraiment eu de la peine, parce qu'on relie capitale à capitale au niveau européen, c'est très bien. Mais le truc qui est quand même assez fou, c'est qu'en 1980, la France desservait 550 gares. 550 gares de train de nuit. Et aujourd'hui, combien y a de lignes de train de nuit en France? Alors déjà, moi j'ai... En plus, non mais j'ai inauguré... Non mais j'ai inauguré Paris-Pau. Voilà. Il y avait Castex qui s'est incrusté dans la photo là. Vous voyez?
Et le problème de fond, c'est qu'on n'a que 3 lignes de train de nuit. Alors, 1980, c'était il y a 40 ans. 550 gares qui desservaient des trains de nuit. Aujourd'hui, on est à 3. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, on n'a pas investi sur le ferroviaire. Et pourquoi on n'a pas investi sur les ferroviaires? Parce qu'on a considéré que c'était cher, donc on a laissé faire la route. Et la route, eh ben c'est tout ce qui nous pose un peu des problèmes. Ça fait des embouteillages, donc de la congestion, de la pollution de l'air, de la perte de temps, mais surtout, qu'est-ce qu'elle fait 95% du temps, cette voiture? Elle bouge pas, elle dort. On utilise en moyenne en France 5% du temps sa voiture, donc ça veut dire 95% du temps elle dort. Et combien coûte une voiture en moyenne par an? Qui a une voiture? Je n'ai rien contre les gens qui ont des voitures. Monsieur de Aix-en-Provence, bien sûr. C'est pas grave. Qui n'en a pas? Voilà. Et au fait, c'est parfois, et je vous le dis, c'est pas un tort, il ne faut pas appuyer sur le fait, ah, t'as une voiture, c'est pas ça. Mais la voiture coûte dans le porte-monnaie moyen des Français entre 5 000 et 6 000 euros. Vous vous rendez compte? 5 000 et 6 000 euros, et 95% du temps, elle dort. Il y a combien de voitures en France? Alors, on est 66 millions. J'ai vérifié ce matin, habitants. Il y a des enfants, ils ne roulent pas en voiture encore, d'accord? On est 40 millions, il y a 40 millions de voitures, d'accord? Donc, 40 millions de voitures qui coûtent 5 000 à 6 000 euros par an. Beaucoup, hein, vous voyez? Et 95% du temps, ça dort, c'est près de 250 milliards d'euros qui, par an, font rien. Il n'y a pas quelque chose à faire? Et vous savez quoi? Vous savez quoi? Cette voiture, en plus, on aime bien être tout seul dans sa voiture en France. Ouais, voilà, on est tout seul dans sa voiture. Et pourtant, il y a des dispositifs qu'on aime bien. Parce que quand on est petit, ou quand on est jeune adulte, on nous a appris, quand les parents disent qu'il n'y a personne que tu connais dans une voiture. Aujourd'hui, la culture a changé, avec Blablacar. On monte avec des gens qu'on ne connaît pas. Donc on est en train d'évoluer. On n'est pas d'accord, Sarah, elle n'est pas d'accord. Attends, alors ça, je vais revenir sur ça. En tout cas, aujourd'hui, on est dans une vraie problématique. Et j'ouvre le débat comme ça parce que je ne vais pas raconter tout ce que j'ai fait, parce que ça fait beaucoup. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, il va falloir qu'on pense la mobilité autrement. La France est un grand pays au niveau européen. Mais on ne pourra pas reconstruire le modèle social français s'il n'y a pas un vrai modèle de mobilité. C'est pas méchant ce que je dis, hein, mais je vous le dis de manière assez simple, c'est qu'aujourd'hui, la mobilité est devenue le premier accélérateur de précarité. En France, il y a 13 millions de précaires de la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il y a Jean-Pierre qui nous fait des bisous autour de la porte en mode je pars. Jean-Pierre, on t'aime. Viens le dire. Alors, merci pour tout, Jean-Pierre. Viens. Voilà, Jean-Pierre. À très bientôt. Voilà. On t'embrasse aussi. Bonne soirée. Merci pour tout. Bon, on repasse aux choses sérieuses. Il faudra couper l'entrée de Jean-Pierre. Donc, aujourd'hui, il y a 13 millions de Français qu'on appelle des précaires de la mobilité. Qu'est-ce que ça veut dire techniquement? Ça veut dire 13 millions de Français. Vous vous rendez compte? 13 millions de Français. C'est énorme. Qui ne bougent plus parce que c'est cher ou parce qu'ils ne sont pas desservis dans les territoires. Et c'est là que ça devient très intéressant parce que le contraire de mobilité, le contraire d'être mobile, c'est être immobile. Immobile, ça veut dire ne pas bouger, d'être enfermé, de ne pas voir le monde tel qu'on aimerait le voir. Immobile. Et donc, face à cette immobilité, il faut comprendre que la mobilité de demain, elle doit être bas carbone,
décarbonée, inclusive, mais surtout, elle doit être vertueuse dans notre projet de vie. Et c'est là où les chiffres sont terribles en France. Oui, monsieur. Merci. Je vais vous donner trois chiffres. Après, j'arrête avec les chiffres et je vous donne des pistes de travail, comme ça après on débat. 3 chiffres que vous devez retenir, qui sont très importants dans la mobilité. Un Français sur 2 en France, un Français sur 2 a refusé un travail pour des questions de mobilité. Un Français sur 2. 41% des employeurs affirment avoir essayé de recruter, mais les gens, ils ont les compétences, sauf qu'ils refusent 41% à cause des questions de mobilité. 28% des jeunes, 28% des jeunes abandonnent un travail, une formation en cours pour des questions de mobilité. 28%. Et il y a aujourd'hui 6 à 8 millions de personnes en âge de travailler qui ne peuvent plus aujourd'hui bouger parce qu'elles n'ont pas d'accès à la mobilité. Vous voyez ces chiffres? Et moi, je ne comprends pas pourquoi, en France, cette question-là, elle n'est plus prioritaire dans les agendas politiques. Il n'y a pas de modèle français lorsque des gens sont assignés à résidence. Il n'y a pas de modèle français lorsque les gens n'ont pas accès à la culture, à l'école, au travail. Donc, il faut repenser la mobilité. Pour ça, on va partir de l'angle de l'écologie. Parce que nous, les écologistes, nous pensons une chose intelligente. Bah oui, on est intelligent. Bah, on est censé être intelligent. Il y en a qui ne sont pas intelligents, mais c'est comme ça. Ferme la parenthèse. D'abord, on part du constat. En France, le premier secteur émetteur de gaz à effet de serre, c'est les transports. 30%. Seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre depuis 1990. Seul secteur qui ne réduit pas ses gaz à effet de serre. Il va falloir s'y mettre. Deuxième chose, comment on y arrive? La première chose qu'il faut faire, je vous le dis, c'est de retrouver des attitudes et des comportements vertueux. La première chose, tout le monde a dit « Oh, mais il y a l'arrivée de la voiture électrique !» Parce que l'Europe, on est très fiers d'avoir mis fin à la vente des véhicules thermiques à partir de 2035. J'arrive. Fin de la vente des véhicules thermiques, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en 2034, je peux encore acheter un véhicule thermique. Si je l'achète en 2034, le véhicule thermique, je vais pouvoir rouler encore 20 ans. Donc tous ceux qui me disent c'est la fin de la voiture thermique, absolument pas. Ce n'est pas la fin de la voiture thermique. Mais il faut dire la vérité. Il faut vraiment dire la vérité. Elle va faire mal, mais il faut la dire. Tout le monde n'aura pas sa voiture électrique. Techniquement, c'est pas possible. Donc la voiture électrique, elle sera réservée à des gens qui n'auront pas le choix de la voiture. Et pour ça, c'est quoi? Faut regarder. Une voiture électrique, elle est rentable à partir du moment où on roule. Qui roule? Est-ce que c'est le centre-ville de Paris qui a des trottinettes? Non, il n'y a plus de trottinettes, pardon. Non, il n'y a plus de trottinettes dans le libre-service non plus, ça c'est sûr. Bon, ouais, je vais faire. Mais ils ont tout, des métros, des bus, des RER, des tramways, ils ont tout. Des vélos, des voitures en autopartage, ils ont tout. Donc est-ce que c'est là où on va dire qu'il faut des voitures électriques? Je ne crois pas. Là, l'urgence, c'est les gens qui roulent et qui n'ont pas le choix. Et c'est quand vous regardez la carte des gilets jaunes, c'est eux qu'il faut privilégier. Zone rurale, périurbaine. Eux, ils n'ont pas le choix. Donc il faut tout de suite mettre à disposition, notamment, des voitures en libre service pour les gens qui roulent. Une voiture électrique, elle est rentable à partir de 55 000 km par an. Donc il faut beaucoup rouler. Et si elle est en partage, elle va vite rouler et elle sera rentable pour la planète et pour les gens. Première chose. Deuxième chose, il faut commencer à dire que cette voiture, les solis, c'est fini, il va falloir remplir cette voiture. Donc, il faut faire comme, notamment, ce qui se passe dans beaucoup de pays, il y a des voies exprès
Ensuite, il faut mettre en place un choc de mobilité. Choc de mobilité, il va falloir vraiment faire le chèque. Il faut rénover sur le ferroviaire. Et pour ça, nous on lance un truc hyper sympa, c'est le ticket climat. Le ticket climat, c'est un abonnement à 49 € par mois qui vous permet de prendre tous les TER, tous les transports publics, quel que soit l'endroit où vous êtes en France, pour pouvoir faire en sorte qu'il y ait plus de TER, plus de cadence. Derrière, c'est des industries. L'industrie notamment du ferroviaire nous demande d'investir dans cette industrie. Il faut y aller. Parce que quand vous avez une fréquence, quand vous avez une attractivité au prix, on évite de prendre sa voiture. Et ensuite, donc ça, on le pousse au niveau européen. C'est un bébé qui a lieu en Allemagne, en Autriche, là, au Portugal. Moi, j'espère que le couple franco-allemand, même si le gouvernement français a dit on fait un passe-rail qui est très réduit. Juste les jeunes, on ne comprend pas pourquoi. Juste 2 mois, ok, pour 49 €. Et pas toujours le même âge. Et voilà. Donc, il va falloir ouvrir ce passe-rail et en faire un vrai ticket climat. Autre chose, il faut faire. Alors, nous, la bonne nouvelle, les cyclistes, là, je vous le dis parce que vous n'avez pas suivi mon travail, je ne vous en veux pas. C'est bon pour le plan. La semaine dernière a été voté quelque chose d'électrochoc au niveau européen. Est-ce que vous pouvez évoquer ce point vélo juste après? Parce que là, vous avez ouvert beaucoup de sujets qui sont essentiels. C'était le dernier point, donc il y a un peu de discours. Oui, mais après, en fait, donc, moi je pense qu'on peut reboucler après sur cette question du vélo, parce que ça pose un autre sujet. Le point là qui a fait frémir, j'ai vu des regards, j'ai vu des visages, j'ai vu des gens blêmir dans la salle, c'est la fin de la vente des véhicules thermiques d'ici 2035. Et ça, c'est quelque chose qui, dans l'opinion publique, n'emporte pas forcément la majorité. Mais vous apportez 3 éléments de réponse: le développement des transports collectifs, la révolution du covoiturage et de l'autopartage, avec cette idée que les usages doivent changer, qu'on n'est plus forcément propriétaire de sa voiture et qu'en réalité la collectivité peut être propriétaire. Et la 3e chose, c'est la possibilité de remplacer les voitures thermiques par les voitures électriques. Sauf qu'à chaque fois, on a des soucis. Je prends l'exemple d'Avignon, puisqu'on est à Avignon ce soir, et que je pense que c'est intéressant d'avoir un cas concret. Les transports collectifs à Avignon, le problème, c'est que il y a le sujet des toiles ferroviaires qui n'est pas encore rénové. Donc il y a cette question-là que je pose peut-être à monsieur le conseiller départemental Samir Alem pour commencer. La 2e chose, c'est la question du covoiturage et de l'autopartage. Et là, ça suppose quoi? Ça suppose qu'il y ait une puissance publique pour investir, pour acheter des flottes et donc pour mettre à disposition des véhicules. Puisque généralement, le système d'autopartage, moi je suis parisien, ça arrive à tout le monde qu'on a des défauts. Ce qu'on a eu comme difficulté sur l'autopartage à Paris, c'est qu'il n'y avait pas assez de véhicules, qu'il y avait une organisation qui était assez discontinue et dysfonctionnelle, ce qui fait que le système d'autopartage véhicule n'a pas fonctionné, contrairement au vélo ou à la trottinette électrique, où là il y avait un réseau qui permettait d'avoir quelque chose de toujours accessible, etc. Et le troisième élément, c'est cette question du remplacement des véhicules thermiques par des véhicules électriques. Bon, on sait qu'on a 10 ans pour changer le cap, mais le problème aujourd'hui, c'est que les principaux acheteurs des véhicules électriques, c'est des personnes qui ont des revenus aisés, qui vivent plutôt dans des agglomérations, c'est-à-dire proches couronnes d'un centre-ville ou autre, etc. Je veux dire, bon, c'est pas les centres-villes, mais on est quand même à proximité des centres-villes. C'est des personnes qui sont quand même assez jeunes, et donc si on reprend votre argument sur la question de la carte des gilets jaunes, en fait on reprend la carte et malheureusement, ça n'est pas la population aujourd'hui qui est la cible de l'achat des véhicules électriques, et j'irai même plus loin. Le gouvernement a essayé de faire des efforts en mettant en place un système de leasing qui a été annoncé, etc. La réalité, c'est qu'il n'y avait pas cette voiture électrique pour le leasing. Et par ailleurs, principalement, toujours les mêmes classes de population. Et donc, on se retrouve dans cette situation où, ça a permis de démocratiser, mais objectivement, ceux qui avaient l'information du dispositif, voilà, c'était plutôt les CSP+. Et donc, voilà, moi j'aurais donc peut-être pour relancer le débat et avoir une réponse de monsieur le conseiller départemental Samir Alem, une première question sur concrètement, il y a un enjeu de développement des transports collectifs à Avignon et dans le Vaucluse. La question c'est comment est-ce que ces transports collectifs se développent? Et la 2e question c'est comment on fait aussi pour permettre ce choc d'offres autour de l'autopartage. Voilà. Oui, bonsoir. Ça marche? Oui, ça marche. Merci Karima. Bonsoir. Avant toute chose, je voulais remercier Karima Deli de prendre de son temps pour venir écouter les Avignonnais sur la problématique et notre collègue de Marseille, c'est juste, pour parler de problématique de la mobilité. Moi,
j'ai souvent tendance à dire que l'Europe doit pouvoir être pragmatique et doit répondre à une logique de quotidienneté. De quelle manière les actions, les décisions que tu peux prendre, Karima, nous pouvons la vivre au sein de nos collectivités. Jean-Pierre et Mouloud apporteront la réponse. Moi, j'ai aujourd'hui une véritable problématique. Avignon, ville avec une richesse patrimoniale extraordinaire, des palais cardinalistes fantastiques, une ville culturelle de haut niveau, nous sommes tous fiers de ce festival de théâtre, et pourtant, à 1 ou 2 kilomètres de ce territoire qui est tant envié par les touristes, nous avons une autoroute urbaine qui a une spécificité, qui est la rocade, mais qui a surtout une spécificité qui est d'être à peu près à 50 mètres d'habitation de part et d'autre. C'est-à-dire que tous les jours, 24 heures sur 24, nos concitoyens subissent la pollution de l'air à proximité de 6 écoles, 2 collèges, 2 lycées, et ça, c'est pas acceptable. Alors, surtout que nous avons des transports internationaux, vous êtes tous d'Avignon ou du Grand Avignon, et vous n'êtes pas sans savoir à quel point aujourd'hui, traverser la rocade est insupportable. Je peux en parler d'autant plus facilement que je suis un riverain. Donc, et moi, ce que j'aimerais, très concrètement, de quelle manière peut-on faire que, au-delà de toutes les propositions qui nous sont faites depuis des années, l'Arlésienne, la Chimère, l'Aléo, Panaléo, nous avons tous entendu parler, de quelle manière peut-on obtenir, par exemple, un arrêté de contournement qui fasse que ces transports internationaux ne puissent plus passer par la rocade? De quelle manière peut-on faire pour que 20 000 habitants ne subissent plus cette pollution de l'air du quotidien, Karima? Et c'est vraiment ce qu'attendent les Avignonnais. Alors, nous avons la chance, justement, d'avoir Karima aujourd'hui, qui a le carnet d'adresses en matière de transport peut-être le plus important en Europe, qui a vraisemblablement les adresses de tous les ministres, dont celui du transport, des transports. Je cache mon téléphone. Moi, je te sollicite, Karina. Là, c'est pas seulement le conseiller départemental d'un canton qui porte toutes les souffrances, mais c'est surtout parce que Avignon n'a pas le droit de continuer à vivre avec cette balafre, de pouvoir nous aider à solliciter d'une manière plus officielle peut-être le ministre des Transports, afin qu'enfin, le préfet de région et le préfet puissent prendre, dans un premier temps, ce que j'appelle ces arrêtés de contournement, qui fassent, parce que des solutions, les écologistes en ont, ils en proposent. Vous n'êtes pas sans savoir que nous demandons le contournement des transports internationaux via la liaison à l'autoroute contournement d'Orange, etc. Mais ça va prendre quand même du temps. Moi, je suis quelqu'un de très pragmatique. Certains me connaissent et me voient tous les mercredis sur les marchés. Des personnes qui vivent cela. Et quand je rencontre les personnes sur les marchés, les gens me disent on n'en peut plus. On n'en peut plus. Et je comprends qu'ils n'en peuvent plus. Donc c'est pour cela que mes amis, mes collègues vont vous parler de gratuité des transports. Évidemment, des villes les ont mis en application à Montpellier, des villes comme Marseille y songent, des villes comme Avignon la veulent et elles le feront si les écologistes arrivent à terme aux affaires. Mais dans un premier temps, moi c'est l'élu départemental, le représentant de ces quartiers qui demande, même au nom d'Avignon, de pouvoir nous aider à pouvoir intervenir afin que le préfet de région puisse entendre raison en imposant ces arrêtés de contournement, voire même
de manière ponctuelle dans la journée, voire même. Mais est-ce que vous imaginez, mesdames et messieurs, qu'en plein été, 45 degrés dans l'habitat social sur la Rocade, 45 degrés sans pouvoir ouvrir une fenêtre. Alors c'est très facile d'en parler quand on est dans le Luberon, quand on est dans des hôtels particuliers, mais ce n'est pas acceptable. Moi je suis un fervent partisan, je vous disais, de Rosan Vallon sur l'égalitarisme, mais surtout j'essaie d'appliquer le principe d'équité sociale. Il n'est pas acceptable que à la précarité, à tout ce que vivent au quotidien ces populations qui portent toutes les souffrances, puissent avoir en plus cette rocade qui est vraiment devenue un véritable fléau. Moi, je ne la supporte plus et je te sollicite, et je finirai, ouais, j'essaie d'être très rapide, je te sollicite vraiment officiellement, au nom des Avignonnais, Karima, de pouvoir nous aider à pouvoir obtenir ces arrêtés de contournement au nom de ceux qui vivent cette pollution de l'air au quotidien. C'est bien, mais du coup, ça vient, vous n'avez pas répondu à l'interpellation, mais en tout cas, là, vous avez l'occasion, Karima, de répondre et sur cette question de la fin des véhicules thermiques et surtout sur cette mobilisation essentielle concernant la rocade d'une part et concernant l'arrêté d'interdiction des poids lourds d'autre part. Donc, je vous en prie, allez-y. Tout d'abord, merci de ce témoignage, parce que c'est un témoignage que vivent des centaines de personnes au quotidien. Oui, 20 000 personnes. Et la chose, c'est que malheureusement, le relais n'y est pas. Donc moi, je prends ma part de responsabilité en tant que présidente de commission. La première chose que je vais faire, c'est que je vais écrire au ministre des Transports et je ferai en sorte de réveiller le tocsin et dire on ne peut pas laisser des populations justement se débrouiller toutes seules. Mais je vais faire mieux en fait, parce que je vais revenir. Parce que là, je suis un peu en coup de vent quelque part. Mais je vais revenir parce qu'il paraît que vous avez un festival. Ça commence à se connaître. Je vais revenir peut-être un jour ou 2 jours avant le festival et je vais venir dans ces quartiers pour aller voir et moi aussi pour protester. Parce que si une lettre à un ministre, ça prend du temps. Mobiliser et avoir une présidente de commission qui dit c'est pas normal aux fenêtres des habitants, je trouve que c'est mieux en fait. Vous voyez, comme ça on montre qu'on est des élus de terrain, mais aussi qu'on relaie la parole. Et la troisième chose, c'est que je crois qu'il faudrait monter un collectif au niveau français, parce que partout dans les villes, les arrêtés de contournement ou alors d'autoroute, etc., ont pris justement de plus en plus d'ampleur. Et c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes qui vivent justement les pollutions de l'air, les mal logements, ceux qu'on relaie à la périphérie. Et moi, je ne suis pas d'accord sur ça. C'est la raison pour laquelle je considère qu'aujourd'hui, parce que je fais un tour de France là, du livre blanc que je mène et que je porte sur les possibilités, les solutions de la mobilité, on a 2 jambes dans l'écologie. La première chose, c'est de dénoncer notamment ces inégalités environnementales, sanitaires, sociales. Et la deuxième chose, c'est bien de dénoncer, mais c'est mieux de trouver des solutions. Et donc moi, mon but, c'est pas de faire on n'est pas d'accord, c'est pas bien. Qu'est-ce qu'on va faire en parallèle? Donc, je vous propose, donc je renvoie Samir, comme ça, hop, je renvoie la balle. Moi, je prends ma part de responsabilité, mais vous mettez en place une table ronde avec les acteurs du quartier, des élus locaux, etc., pour trouver un projet alternatif. Parce que je vous le dis, en politique, c'est trop facile de dire « Ah, on n'est pas d'accord ». Qu'est-ce qu'on fait en l'inverse? Donc Samir, je te renvoie la balle. Rendez-vous le festival c'est le mois de juillet. Avec les JO, ça commence avec les JO. Ah oui, il y a des JO, il n'y a pas des JO à Nice. Du 29 juin, je crois, au 20 juillet, de mémoire. Alors, on va faire ça, c'est-à-dire que je reviendrai juste avant, mais en parallèle, je veux une table ronde avec des élus pour travailler sur des alternatives. Parce que je pense que c'est comme ça aussi qu'on fait des politiques publiques. Voilà.
Donc ça, c'est totalement d'accord, donc on signe le contrat. Voilà.